Audio Jungle. Salut Marie. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. En tout cas, je suis super contente de t'avoir dans notre émission Face au miroir. On va apprendre à te connaître un peu plus en profondeur, ton parcours, la somme de toutes tes expériences passées pour comprendre celle que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ok, c'est parti. Avant, je vais juste te demander un petit exercice. Ok, tu vas juste prendre le miroir qui est juste en face de toi et tu vas te regarder. Vraiment dans le blanc des yeux. Attends. T'es super jolie, donc t'inquiète pas pour ça. Okay. Tu te regardes bien dans les yeux et je vais te poser juste quelques questions et tu réponds à ton miroir. Ok. Qui est Marie? Marie. C'est une femme désormais, de 24 ans, une maman et une femme avant tout, une femme pour son mari. Et quelqu'un d'ambitieuse. Et voilà, c'est simplement moi. La plus grande réussite de Marie? Ma plus grande réussite, je pense que c'est ma famille. Donc, mes enfants, mon mari. Je pense que pour l'instant, dans ma vie, c'est ça ma plus grande réussite. Voilà. Le plus grand échec, peut-être, ou un regret que tu as dans ta vie? Pour l'instant, franchement, j'ai pas d'échecs, de grands échecs dans ma vie. J'ai pas de grands regrets non plus. Ok, donc tu es satisfaite Je suis satisfaite. Là. Pour moi, les regrets, même s'il y en a, ils sont derrière, j'y pense plus quoi. Ok. La chose dont tu es le plus fière? Je pense que c'est la personne que je suis aujourd'hui par rapport à mon parcours. C'est la femme que je suis devenue aujourd'hui. Donc, en tant que femme et avec mes enfants, ma famille, c'est ma plus grande réussite pour moi. Quelle place, du coup, a ta famille dans ta vie? Et la première, enfin, je dirais pas la première, parce que d'abord, c'est Dieu. Après, ma famille. Deuxième place, sûr. Ok. Et tu as parlé de Dieu. Donc, est-ce que la foi, c'est quelque chose d'important pour toi? Tu regardes toujours au miroir? Oui, c'est ma plus grande... La chose la plus importante pour moi, c'est la foi. C'est Dieu, en fait. C'est ma priorité. Ensuite, comme j'ai dit, ce sera ma famille. D'accord, super. Merci. Tu peux déposer le miroir. Merci pour ce tête-à-tête avec toi. Maintenant, on va essayer un peu de décortiquer, de comprendre un peu plus qui tu étais pour comprendre qui tu es aujourd'hui. On va commencer par une petite photo de toi. Je te la présente. T'es super mignonne avec tes couettes. Alors, j'aimerais juste que tu nous expliques qui est cette petite Marie qu'on voit sur cette photo, son environnement, quelle était son enfance, que tu nous expliques un peu ton enfance en général. Je la garde que pour moi, je dois montrer la photo. Non, tu ne montres pas, c'est que pour toi. Mon enfance, donc on va dire j'ai une enfance assez compliquée quand même. J'ai grandi avec des parents séparés, se sont séparés quand j'avais 3 ans. Je suis née dans une grande famille de 7 enfants tout, mais du coup je suis la dernière. Et donc j'ai grandi avec des parents séparés, c'était pas super facile. Plus, il y a eu beaucoup d'histoires dans ma famille. Je pense que j'ai eu une enfance un peu qui m'a forgée, on va dire. Je vais pas à me plaindre parce qu'il y a quand même des choses terribles dans le monde ou beaucoup plus pires que moi. Mais je pense que ça a fait vraiment de moi quelqu'un de fort. Voilà. Mon enfance m'a beaucoup forgée. Et tu penses que lorsqu'on est comme ça dans l'enfance, lorsqu'on est jeune et qu'on ne vit pas avec les deux parents, tu penses que ça a un impact en général dans la vie d'un jeune enfant? Oui, carrément. Pour moi, c'est la base en fait. Je pense que si un enfant n'a pas ses deux parents, pour toute la vie après, ça te met en difficulté dans le sens où tu n'as pas vraiment de valeurs solides, t'as pas vraiment de repères parce que s'il n'y a pas ton père tout le temps avec toi et que ta mère, et surtout si c'est un peu compliqué, ça t'aide pas. En tout cas, je pense que c'est vraiment important d'avoir les deux parents dans son enfance. Et aujourd'hui, t'es maman.
comme tu nous as dit au début, donc du coup tes parents. Si aujourd'hui, il y a un parent qui t'écoute et qui, par exemple, ne vit seul, par exemple pour diverses raisons, et qui n'a pas l'autre côté, comment faire pour être un parent qui donne quelque part tout à l'enfant pour pas qu'il sente ce manque par rapport à ton rôle de parent que tu es aujourd'hui et par rapport à ton expérience lorsque tu étais jeune? Comment un parent peut faire pour que l'enfant ne sente peut-être pas un vide? Je pense qu'il y a beaucoup de situations où les mamans ne choisissent pas, ou les papas, je ne vais pas faire une généralité, mais je pense que c'est comme très très compliqué. Et vraiment, je pense que la maman ou quoi va donner vraiment tout ce qu'elle peut pour aider son enfant, à ce que l'enfant ait tout ce dont il a besoin. Mais franchement, je pense que c'est quand même très très compliqué parce que on peut pas remplacer un père, on peut pas remplacer une mère en fait. On va essayer de combler l'absence peut-être, mais le remplacer, il y aura toujours un vide quelque part, je pense. Et un enfant qui évolue dans ce contexte-là où soit un parent qui est peut-être moins présent ou qui n'est peut-être pas du tout présent, tu as dit que ça a un impact, comment on fait pour grandir avec ça et pour pas que ça nous submerge ou que ça nous... Ouais, pour pas que ça nous tue quelque part? Après, je pense que quand on grandit, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc on va faire en sorte que ça aille, de toute manière. Il n'y a pas le choix. On va avancer comme ça. On va avancer en restant fort, quoi. On va trouver peut-être un substitut. En fait, c'est ça le problème. On va peut-être trouver un substitut dans quelque chose de pas forcément bon, en fait. Donc ça peut être vraiment pour le pire du pire. Par exemple, une fille qui n'a pas grandi avec son père, elle va peut-être aller voir trop d'hommes. Elle va chercher ça chez les hommes. Tandis qu'un garçon, il va peut-être faire aussi n'importe quoi. Enfin, je pense qu'ils vont toujours chercher un substitut qui ne sera pas forcément bon. Donc, voilà. Je pense que ça pose toujours problème à un moment ou à un autre. Ouais, en fait, ça nous rattrape quelque part à un moment donné de notre vie. Et ça nous pousse, on va chercher de combler ce manque par quelque chose d'autre. Et comment, de ton expérience, si par exemple on a eu un manque pendant notre enfance, comment faire pour que, si du coup on essaie de combler par d'autres choses, que ce ne soit pas des choses peut-être négatives qui vont nous tuer ou nous porter préjudice? Comment se tourner peut-être vers quelque chose qui va nous rendre peut-être meilleurs? Ou si peut-être tu as un exemple où tu peux l'illustrer. Comment faire? Ça dépend de l'âge qu'on a. Je pense que vraiment très jeune, on ne sait pas vraiment avoir la conscience de trouver quelque chose de juste ou de bon, ou à part si vraiment on est très 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 bien entouré. Je pense que l'entourage joue beaucoup, les fréquentations. Donc si on va traîner avec les mauvaises personnes, ça va vraiment être mauvais, évidemment. Donc du coup, et surtout, je pense que le pire moment, c'est l'adolescence. Je pense que c'est vraiment l'adolescence là où il faut vraiment être fort mentalement. Si t'es pas bien entouré des mauvaises fréquentations, tu peux descendre très très bas, je pense. Donc, voilà, franchement, c'est compliqué. Ouais. Ça dépend un peu des expériences de chaque jeune et comme tu as dit, également de l'âge, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ok, mais dans l'ensemble, comme tu as dit que tu te plains pas, sinon en général, ça se passait plutôt bien. Enfin, tu avais tout ce que tu avais, j'imagine. Ou il y avait bien sûr des moments un peu plus difficiles. Enfin, si tu sais nous dire juste en général. En général, on va dire que déjà, on n'était pas une famille très riche. On était, on va dire, une classe moyenne. Donc, je manquais de rien, mais j'avais pas non. Par exemple, j'ai toujours dû travailler pour avoir ce que j'ai eu, quoi. Donc même à partir de mes 15 ans, j'ai toujours travaillé, je me suis toujours procuré moi-même ce que j'avais parce qu'en fait, ma maman, parce que j'étais avec ma maman, n'avait pas les moyens pour m'offrir. Donc on va dire qu'on n'a jamais manqué de quelque chose, j'ai jamais eu faim. C'est pour ça que je ne suis pas à plaindre parce qu'il y a vraiment des situations où les gens ne mangent même pas. Mais j'ai jamais eu faim, mais voilà, j'ai jamais eu non plus de grandes choses. J'ai toujours dû travailler pour l'avoir. Et quand on a un parent qui, par exemple, tu vis dans un contexte où un parent est peut-être dans des difficultés, quand tu es enfant, quel regard tu as en fait quand tu vois ça? Je me rappelle qu'en tant qu'enfant, mais je veux dire vraiment jeune, peut-être 9, 10. Des fois, j'étais dans la compréhension en mode... Il y a des copines à moi, elles peuvent faire ci, elles peuvent faire ça, elles ont des belles maisons. Je sais que quand j'allais chez une amie à moi qui avait une très belle maison, je voulais qu'elle est là en fait. J'étais un peu... Je comprenais pas la situation, j'avais même un peu honte comme ça de ma propre famille, alors qu'il n'y avait pas à avoir honte en fait. Mais je pense qu'en enfant, on n'est pas vraiment juste. Et on peut même être parfois méchant peut-être envers ses parents parce qu'on ne comprend pas pourquoi on a cette vie-là en fait. Donc peut-être on peut être envieux envers les autres, mais il ne faut pas. C'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien, mais... J'ai ces souvenirs-là qu'en mode,
Même les sous-marques, tu sais, on avait les collations du Lidl, nous. C'est pas que Lidl, c'est pas bien, mais... Et nos amis, ils ont tous les bons trucs et tout. Et des fois, oui, qui passent à la télé, par exemple, les petites collations qui passent à la télé, voilà, que toi, tu les avais pas, ouais. J'aimerais bien ça, mais il n'y a jamais ça dans mes armoires. Alors pourquoi? Donc, c'est vrai que des fois, en tant qu'enfant, on peut être méchant, on peut avoir une réflexion qui n'est pas bonne. On peut se dire, mais c'est quoi les parents là, que j'ai qui ne m'offrent pas ça et tout, parce qu'on ne comprend pas la situation. Voilà, on ne comprend pas la situation. Donc, je pense on veut peut-être avoir aussi ces choses-là et tout, que la vie, c'est pas avoir des belles choses, en fait. En vérité, on s'en fout. Donc, mais en tant qu'enfant, je parle vraiment en tant qu'enfant, ça peut troubler. On peut se demander pourquoi nous, pas nous, en fait. Pourquoi pas nous. Et en tant que parent, comme tu es aujourd'hui, tu es mère, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais bien sûr, je ne te le souhaite pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un parent qui, par exemple, ne peut pas tout donner à son enfant et que cet enfant sent ce manque-là et qui même, il commence à jalouser les autres? Qu'est-ce qu'un parent peut faire dans cette situation concrètement? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est lui inculquer les bonnes valeurs de la vie. Il faut vraiment lui apprendre que c'est pas dans le matériel, c'est pas dans les meilleures marques ou autre. Je pense qu'il faut lui donner le plus d'amour possible, vraiment, et ça va le combler énormément. Et je pense que l'enfant, à un moment, ne va même plus penser. S'il est heureux dans son cœur, l'enfant, je pense qu'il va même plus penser à tout ça, c'est des futilités. Donc, je pense pas que ça va après l'atteindre. Je pense que s'il est réellement heureux dans son cœur, qu'il a un parent qu'il aime, qu'il a vraiment cet amour autour de lui, il ne pensera pas. Voilà. D'accord, super, merci. On va continuer dans ton évolution. Je vais te montrer une autre photo de toi. C'est celle-ci. L'adolescence. L'adolescence. T'avais quel âge sur cette photo? J'avais 16 ans. 16 ans? Bah, explique-nous un peu, Marie, à 16 ans, quelle était? Avec son... C'est un piercing? Un implant. Ah. La honte. J'en ai payé les frais. J'ai toujours cette cicatrice là. Qui était Marie à cette période, à 16 ans? 16 ans, j'ai commencé à être plus sage quand même. 16 ans. Ok, non, c'est là qu'on commence. Moi, j'ai commencé à être plus sage à 16 ans. Mais j'ai rencontré mon mari à 16 ans déjà, très tôt. En fait, en réalité, c'est parce que j'ai pas trouvé de photos plus tôt, mais on va dire que moi, ma pire période d'adolescence, c'était à mes 14 ans. Ah, c'est les 14 ans. Et c'est à 16 ans que tu commençais à te calmer? Ouais, voilà. Okay. C'est vraiment à 16 ans que j'ai rencontré mon mari, Joris. Donc, c'est là vraiment que j'ai commencé à être plus calme. Après, j'étais pas non plus une folle, hein, mais je veux dire, il m'est arrivé des choses vraiment n'importe quoi. Donc, et en tout cas, j'aimerais pas que ma fille fasse des choses que j'ai fait, vraiment désobéir vraiment à ma mère, la décevoir, des choses comme ça. Je veux vraiment pas que ma fille le fasse. Donc, pour moi, c'est des choses graves quand même. C'est des choses plus internes. C'est pas, par exemple, j'invente... voler quelque chose, c'est au-delà de ça, c'est vraiment le regard que maman portait sur toi, en fait. J'ai vu ma mère très déçue de moi et j'ai réussi à me décevoir moi-même. Je pense qu'à 14 ans, normalement, on s'en fout, mais j'ai réussi à vraiment me dégoûter de moi-même, limite. Parce que... je sais pas, j'étais très révoltée à cette époque-là, dû à, comme j'ai dit, mon enfance, des choses vraiment... Comme je vais pas rentrer dans les détails, mais des choses qui m'ont vraiment fait du mal pendant mon enfance. Donc j'étais quelqu'un de très révolté, très en colère. Des fois, quand je raconte que j'étais quelqu'un de très caractère très mauvais, comme une folle, vraiment caractère très fort, on me croit pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très très calme. Je suis posée, je m'énerve jamais. Mais j'étais vraiment cette fille. Très révoltée. Très révoltée. Et c'était contre la vie, contre toi, contre tout? Ça se manifestait généralement à quel moment, en général? Je pense que ma période, comme j'ai dit, où j'ai vraiment un petit peu dégénéré, on va dire, c'est vraiment entre mes 13 et mes 15 ans. Oui. Comme je parlais tout à l'heure des fréquentations, j'ai fréquenté de mauvaises personnes, où je traînais tout le temps en ville, des choses comme ça, alors que j'étais trop jeune pour faire ce genre de choses. J'étais tout le temps avec beaucoup de monde, je pensais que j'avais beaucoup d'amis, j'avais plein d'amis, j'étais un petit peu, on va dire, je vais pas dire la star non plus, mais on va dire que tout le monde m'aimait bien, vraiment dans un mood, j'ai pas d'amis, pas de ci, pas ça, je pensais que le monde était super bien, je traînais jusque tard, ma mère elle voulait pas que je rentre tard comme ça, mais je le faisais quand même. Et puis voilà, avec ces mauvaises personnes-là, ça s'est très mal passé. Après, j'ai subi beaucoup d'harcèlement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ma vie.
Ça, c'est des choses que je vois vraiment pas souvent. Ça, les proches le savent, mais j'ai vraiment subi le harcèlement plus jeune. Donc vraiment, ça a été loin jusqu'à ce que on m'a frappé, des choses comme ça, je me suis battue. En fait, c'est à ce moment-là de ma vie où j'ai vraiment dégénéré, dans le sens où j'étais tellement déçue des gens, en fait. Donc pour moi, c'était tous mes amis, ils se sont tous, sans exception, retournés contre moi. Je pense que c'était de la jalousie, en fait, tout simplement. Pas que je suis la plus belle ou quoi, rien à voir, mais je pense que, on va dire, j'étais avec beaucoup de filles et que les garçons s'intéressaient beaucoup à moi, on va dire, or que j'étais très jeune, moi je m'en foutais, tu vois, c'est les 13-14 ans, qu'est-ce que je m'en fous des garçons. Mais je pense que ça engendrait beaucoup de jalousie, et ces filles-là, bah, elles ont fait des complots, des choses incroyables contre moi, ce qui a fait que j'ai subi beaucoup d'harcèlement pendant presque une année. Ça m'a même déscolarisée, tout ça, parce que je voulais même plus aller dans l'école où je subissais cet harcèlement. Donc voilà, après ça s'est bien passé, encore heureux. Aujourd'hui, je suis très, très fière de celle que je suis, mais j'en parle pas souvent parce que au début, j'avais honte de ça. En fait, j'avais honte de dire que j'ai été harcelée, en fait, parce que j'étais quelqu'un avec un fort caractère. Je me suis jamais laissée faire, même que j'étais harcelée. J'avais pas peur, en fait, j'y allais aussi, mais c'était pas la bonne solution, parce que j'y allais, on se battait, quoi, mais c'est quoi, je suis une fille, c'est n'importe quoi. Donc, mais aujourd'hui, j'en parle parce que c'est important. Il y a beaucoup d'harcèlement dans les écoles, il y a des enfants qui se suicident à cause de ça, donc aujourd'hui, j'ai pas peur d'en parler, j'ai subi ça. Et aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, je m'en suis très, très, très bien sortie. Je pense que si ces personnes me voient ou voient même cette interview, je pense qu'ils vont se dire, mais on l'a sous-estimé parce qu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas où ils sont, mais moi je sais où je suis. Quoi. Exactement. Et si tu pouvais donner un concept, parce que tu touches une thématique qui est super importante et qui est très grave aujourd'hui, qui est le harcèlement scolaire. Si tu pouvais parler à une personne qui aujourd'hui est victime et qui t'écoute, qu'est-ce que tu pourrais juste lui dire? Je pense qu'il faut surtout pas garder pour soi, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Je rentrais chez moi avec des cheveux en moins, des trucs vraiment très graves. Et je voulais même pas le dire à ma mère, je me suis cachée. Tout ça jusqu'à ce qu'elle me voie quand même. Donc là, on a fait les démarches, mais je pense qu'il faut vraiment en parler. Il faut pas du tout garder ça pour soi, parce que à 13-14 ans, faire une dépression, parce que j'ai limite fait une dépression suite à ça, c'est trop grave en fait. Parce que les idées qu'on a dans nos têtes, et on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est des suicides quand on passe, c'est pas des bêtises, c'est vraiment très grave. Et on se rend pas compte à quel point ça rend mal quelqu'un, quoi. Donc vraiment, sur les réseaux, quand tu as tout le monde contre toi, des vidéos qui tournent de bagarres, de trucs sur toi, où tout le monde voit tout le monde se moque de toi, tout le monde est contre toi, jusqu'à tu marches dans la rue, on t'insulte. Il faut vraiment en parler, parce que sinon c'est pour s'enfoncer dans un trou noir, et ça peut être très très grave. Et en tant que parent, comme tu es mère, quel conseil tu peux donner à un parent qui voit que son enfant rentre peut-être pas très bien, peut-être qu'il ne parle même pas? Qu'est-ce qu'un parent doit faire à ce moment-là? Moi, je pense que le parent il peut pas laisser ça. Déjà, c'est sûr, parce que je sais pas, tu peux pas avoir ton enfant mal et te dire s'il te répond pas, non, il y a rien. Moi, je vais forcer jusqu'à ce qu'il sorte ce qu'il a dans sa tête, parce que je peux pas laisser mon enfant mal dans son coin. Et en plus, le pire, c'est on peut se dire de n'importe quelle culture, de n'importe quelle famille, ça arrive à tout le monde. Parce qu'il y a des fois, on se dit, oh, si tu viens de telle famille, ça peut pas t'arriver, ou de telle culture, mais ça peut arriver à tout le monde. C'est bien de le préciser, oui. Il faut pas en avoir honte, en fait, c'est pas ta faute. Si tu subis ça, c'est pas ta faute. Donc, faut pas avoir peur d'en parler à tes parents, ton entourage. Et faut pas vouloir des représailles aussi, parce que ça, je pense que c'est ce qui m'a tué le plus, c'est que j'avais une rancœur contre ces personnes-là qui m'ont poursuivi des années, tant que, on va dire qu'ils n'avaient pas payé, on va dire, ce qu'ils ont fait, je me suis sentie très, très, très mal, en mode, je pense qu'à ça, en fait, mais il ne faut pas vouloir des représailles, ça, c'est pas à nous de les faire, ces représailles, je pense que c'est Dieu qui gère tout ça, donc il faut même apprendre à pardonner et avancer, mais il faut vraiment en parler, franchement, c'est le plus important pour moi. C'est super intéressant ce que tu dis. Enfin, je vais un peu témoigner, te dire aussi une partie de ma vie, parce que tu parles d'harcèlement et qu'il faut en parler. Moi, lorsque j'étais très jeune, à l'âge de 7-8 ans, j'ai été violentée sexuellement. Et c'est vrai que ça a été quelque chose avec lequel j'ai vécu et qui m'avait totalement détruit. Et c'est vrai que les représailles étaient un peu plus tard.
moi, j'ai eu les conséquences plus tard. C'est vrai que sur le moment, quand je grandissais, j'avais pas compris l'impact. Et c'est plus tard que j'avais compris cet impact. Mais j'avais tellement honte d'en parler. Pour moi, c'était totalement de ma faute. Pour moi, c'était de ma faute si j'avais vécu telle chose ou si la personne qui m'avait violenté sexuellement, c'était ma faute. C'est parce que j'avais fait peut-être telle chose ou je m'étais habillée peut-être de telle manière et j'avais tellement honte d'en parler et le fait de pas en parler, en fait, ça m'a encore tuée. Et le jour où j'ai décidé d'en parler, c'était des années réellement après, ça a été non seulement une libération pour moi, pour la personne, parce que j'ai su pardonner. Je me suis dit, en vrai, c'est mon histoire. Je l'assume. C'est peut-être pas la plus rose, mais c'est mon histoire et elle m'appartient. C'est pas de ma faute. J'aurais jamais voulu vivre ça, que même un enfant vive ça. Mais moi, je l'ai vécu et c'est mon histoire. Je peux que l'accepter. Soit, je continue à me morfondre jusqu'à ce que ça me tue. Soit, je le prends un peu comme une force et ce que tu dis vraiment d'en parler, c'est tellement vrai et vraiment j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent de vraiment s'il y a un harcèlement ou un viol, des choses de ce style-là lorsqu'on est enfant, il faut réellement parler aux parents. Les parents, je pense, c'est les personnes les plus on doit avoir confiance en nos parents. C'est les seuls qui nous aiment véritablement et de manière un peu inconditionnelle et qui sont prêts à tout pour nous. Donc, il faut vraiment en parler. Et comme tu l'as précisé, c'est pas simplement des communautés spécifiques qui sont touchées. Toute culture, toute communauté est concernée par un harcèlement ou par des choses vraiment plus difficiles. Et je trouve ça super ce que tu as dit, ça me touche vraiment parce que il faut vraiment en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de pire en pire avec la présence des réseaux sociaux, le cyberharcèlement qui ne cesse de s'accroître. Et vraiment, ce que tu as dit, c'est vrai, en fait, il faut en parler et il faut pas avoir honte, en fait, de son histoire. Non, pas du tout, non. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Faut pas avoir honte parce que cette honte, en fait, ça nous renferme aussi sur nous-mêmes. Et du coup, on se pose pas de questions. Comme tu as dit, en fait, c'est peut-être ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que je le mérite. Pourquoi autant de personnes autour de moi? Ou pourquoi une personne? Peu importe, mais c'est vrai qu'on se remet la faute sur nous, on culpabilise. Et la culpabilité, c'est aussi quelque chose de terrible. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. Faut vraiment en parler. Il faut pas garder pour nous. Et il faut pas culpabiliser. Des fois, si les choses nous arrivent, on ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours une raison. Moi, personnellement, ça m'a forgé. Ça m'a forgé aussi parce que tout le monde n'est pas gentil, magnifique. Il n'y a pas plein d'amis comme ça. Donc après, j'ai su que les amis et tout, ça se compte sur une masse encore trop pour moi. Donc voilà, il faut vraiment... ça peut nous aider, même si des fois c'est trop brutal, très brutal des fois. Ça peut nous aider. Des fois, on ne mérite pas ça, mais... C'est là en fait, et il faut juste pas garder ça pour nous. Voilà. Et cette période, c'est t'as dit 14, 15 ans? Ouais, j'avais 14 ans quand ça m'est arrivé. Ok. Donc, pour moi, les plus dures années après l'enfance, on va dire, c'était vraiment entre mes 13 et 15 ans, parce que j'étais vraiment, même presque 16. Encore à 16 ans, c'était encore plus compliqué pour moi, mais... J'étais trop perdue en fait, avec tout ça, c'était trop de... On se rend pas... Et j'ai eu comme toi, en fait, sur le moment même, j'ai vécu ma vie comme ça, pendant plusieurs mois, en mode, il s'est rien passé. Et puis le contre-coup est arrivé, et je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais ça se passe comme ça, c'est toujours par après. Ouais, c'est vrai. Et on se dit, mais je suis vraiment pas bien en fait, il y a vraiment un problème. Donc, moi, j'ai pas voulu parler, évidemment, et c'est une erreur, donc j'étais vraiment devenue très renfermée. Même par après, vraiment un cœur de pierre, quoi. Je pouvais essayer même d'avoir une amie, c'était impossible pour moi. Impossible. Même, franchement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça m'a impacté parce que j'ai très, très difficile à donner ma confiance. Où je suis peut-être pas antisociale, mais je mets beaucoup de limites. Donc, aujourd'hui, ça va mieux, mais pendant longtemps, ça m'a vraiment affectée. Franchement, on se rend pas compte. Une chose comme ça, ou plusieurs choses comme ça peuvent arriver dans l'enfance, dans l'adolescence. C'est là où on se construit, c'est là que j'ai compris, c'est là où vraiment on se cherche, on se construit. Et si on est vraiment tapé à ce moment-là, c'est très compliqué si on n'est pas aidé, si on n'est pas entouré et si on n'en parle pas. Et à 16 ans, cette photo c'est à 16 ans, tu as rencontré ton mari juriste et tu disais que c'était une période où tu étais un peu plus calme. Comment tu es passée de la période où tu étais en révolte et à la période un peu plus calme, comme tu dis? Pour être honnête, à ce moment-là, j'avais pas eu beaucoup de relations non plus avec les hommes sincères. Vraiment, on va dire,
j'étais jamais vraiment tombée amoureuse en fait, tout simplement. Donc j'avais eu un copain à moi, lui, c'était vraiment, j'étais jeune quoi, à 16 ans normalement, je veux même pas que ma fille à 16 ans ait un copain quand j'y pense. C'est pour ça que je me dis, en fait dans ma vie j'ai eu tout un peu trop tôt on va dire. Okay. Donc des histoires comme ça trop tôt, donc du coup peut-être un copain trop tôt, mais bon aujourd'hui je regrette pas. Et j'étais encore un peu cette révoltée dans le sens où j'avais encore ce caractère. Et du coup, je me suis mis avec lui. C'était un peu compliqué parce que c'était une relation à distance, vu que lui, il n'était pas dans le même pays que moi. Il était au Portugal. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidée, dans le sens où c'est quelqu'un de très calme, de posé. Et il m'a beaucoup aidée dans le sens où il m'a beaucoup apaisée en fait. Moi, quand je m'énervais et tout, il s'énervait pas ou alors il disait mais pourquoi tu t'énerves comme ça? En plus, tu sais bien, on va dire, il est africain donc vous êtes calme, vous êtes posé. Nous, des fois, on est trop stressés, on est trop énervés, tout ça. Donc moi, j'étais comme ça. Et en fait, quand je voyais ses réactions, des fois, je me prenais pour une folle. Mais je suis folle ou pas de m'énerver comme ça? Pourquoi je suis autant en colère? Pourquoi je suis autant énervée? Donc je pense qu'il m'a beaucoup aidé dans mon caractère et dans ma vie en général. Mais la plus particulièrement à cette période, oui, il t'a vraiment aidé dans ton apaisement et de passer de la phase un peu révolte, si on veut, à la phase où tu apprends à gérer peut-être tes émotions, à être plus calme. Enfin, il a contribué. Oui, carrément. Ouais. Alors là, je vais te donner une autre photo de toi. Ok. C'est Marie. Aujourd'hui. D'aujourd'hui. Alors Marie, aujourd'hui. Il y a une semaine. Ah, il y a une semaine. Oui. Et c'était où comme ça? Ça, c'était en Turquie. On est parti en voyage. Donc, c'était en Turquie. Ok, donc c'est vraiment très récent. Ouais, là, alors Marie, aujourd'hui, la femme que tu vois là, c'est qui? Après tout ce parcours, après tout ce qu'elle a vécu depuis son enfance, qui est cette Marie qu'on voit là maintenant? C'est plus la même du tout. Vraiment, non. Plus du tout la même. Je me préfère bien évidemment aujourd'hui, mais c'est plus la même. Je suis quelqu'un maintenant de très posé, très calme. Je suis toujours la même parce que j'ai toujours été aussi un peu fofolle. J'aime bien rigoler, j'aime bien plaisanter. Voilà, je suis quelqu'un de joyeuse. Même quand je traversais des choses difficiles, j'ai toujours été quelqu'un de souriante, même si derrière, on savait pas trop. Mais j'ai toujours gardé le sourire quand même et été joyeuse. Donc ça, j'ai pas trop changé, mais en version beaucoup plus calme et posée, quoi. Oui, t'es devenue maman de 2 enfants. Et t'es mariée aussi aujourd'hui. Depuis combien d'années? Ça va faire 3 ans, là, ce mois-ci. Depuis 3 ans, ok. Et tu es mariée, du coup, à Joris Kayembe. Donc, Marie Kayembe, la femme de Joris Kayembe, qui est un footballeur professionnel belge, qui joue à Charleroi actuellement. Je vais te poser une question peut-être qui est un peu terre à terre, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que tu avais déjà pensé un jour, si on te disait quand tu étais jeune comme ça que tu allais être avec une personnalité publique, est-ce que tu l'aurais cru aujourd'hui? Non, jamais. Franchement, même la phrase que je me suis répétée, depuis que je connais un petit peu ce monde-là, on va dire de loin, parce que j'avais aussi des préjugés, jamais de joueur de foot. C'est vraiment véridique. J'ai toujours dit jamais je me mettrai avec un joueur de foot. Jamais. Et maintenant, voilà. T'es totalement dedans. Et avec des enfants. Voilà, bien embarqué même. C'est ça. Et du coup, tu as dit ça fait 3 ans qu'on est mariés. Que vous êtes mariés. Ouais, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. Ah oui, depuis vos 16 ans. Ouais, voilà. Ok. Depuis mes 16 ans, oui. Mais ça fait 3 ans qu'on est mariés ce mois-ci. Ouais. Ok. Et le monde du football, c'est un monde, on sait, qui d'apparence montre beaucoup, en tout cas tous les préjugés qu'on retrouve dans le football, c'est souvent que on est riche, on a beaucoup d'argent, on voyage, on fait ce qu'on veut, on a la belle vie tout simplement parce qu'on gagne bien sa vie. Toi, dans ton quotidien et surtout dans ton expérience avec ton mari, est-ce que c'est réellement ça la réalité? Est-ce que en vérité, vous avez la belle vie, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème pour payer des factures? Est-ce que c'est vraiment vrai toutes ces choses? Non, pas du tout, non. Alors, on va pas cracher sur le fait que quand on gagne bien sa vie, bien sûr qu'il y a des facilités, c'est comme pour tout, je dis pas, mais en fait, une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que l'argent ne fait pas tout, mais vraiment pas tout du tout. Il y a beaucoup de contraintes aussi dans le foot. Je pense que moi-même, j'avais ces préjugés-là. Je disais, il court derrière le ballon et il gagne autant. C'est pas juste, parce que je pensais aux autres qui gagnaient pas assez.
Mais c'est pas du tout ça. Quand j'ai vu vraiment la vie et les sacrifices qu'il fait, le quotidien, en fait, bah, oui, ça en vaut la peine parce que c'est fait que de sacrifices, en fait, tout le temps. Et c'est pas facile du tout. Donc les gens, ils ont beaucoup de préjugés là-dessus, mais il faut pas, en fait, parce que c'est pas facile du tout, non. Et toi, en tant que femme d'un joueur de foot, comment tu le vis, ces sacrifices? Parce que je pense que c'est lui qui fait certainement ces sacrifices, mais qui ont un impact sur toi en tant que femme, en tant qu'épouse et tout simplement dans votre famille. Comment tu le vis au quotidien? Bah, au début, c'était pas facile parce que je comprenais pas ce mode de vie, en fait. Par exemple, au début, on vivait, comme j'ai dit, en relation longue distance. Donc, par exemple, j'y allais, et je restais toute la journée seule. Une fois qu'il rentrait, par exemple, il me dit, je vais dormir, je vais faire une sieste. Moi, je suis en mode, je t'attends depuis toute la journée, toi, tu dois aller dormir. Enfin, c'est plein de choses comme ça où on comprend pas que c'est vraiment un mode de vie, ou s'ils se reposent pas, c'est très important pour leurs muscles, pour tout, parce que c'est vraiment sportif haut niveau. C'est pas facile, en fait. C'est vraiment le mental, le corps. Il faut pas blaguer avec les repos, avec la manière de manger, avec tout, en fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui cuisine tous les jours pour lui. Bah, je sais que il va jamais me dire viens, on va manger un McDo ou un truc comme ça, jamais. Peut-être son jour de congé, il va profiter de manger quelque chose, mais c'est de l'eau toute la semaine. Je dois faire bien manger des choses sainement. Bien sûr, il se fait plaisir de temps en temps comme tout le monde, mais c'est vraiment un mode de vie qu'on doit tous s'adapter. Et surtout maintenant que j'ai des enfants, on doit aussi s'adapter à ça. Et c'est dans tous les détails, en fait. C'est que les sacrifices, que ce soit de la nourriture, que ce soit... Ben, moi, je suis très, très souvent seule, en fait. Je suis souvent seule avec les enfants, je m'occupe des enfants toute seule. C'est pas facile au quotidien. On se dit, elle fait rien à la maison, mais c'est pas facile de s'occuper de 2 enfants toute seule, même de 1, c'était pas facile. Et de jamais avoir son mari à la maison, rarement. C'est pas facile non plus. Il part en déplacement, des fois il part en équipe nationale pendant 10 jours, 2 semaines. On sait jamais aussi si on va rester là. Là, pour l'instant, on est dans notre pays, mais sinon, la plupart du temps, on est loin de nos proches, de notre famille. Quand j'ai quitté la maison, j'avais pas encore d'enfants. À 19 ans, j'ai quitté chez mes parents. J'étais au Portugal toute seule, je connaissais personne, il n'était jamais là, j'étais dans une maison au Portugal sans connaître personne. Je savais même pas c'était quoi le numéro de la police, il m'arrivait un truc. Et à un moment, on se sent un peu seul. En fait, on se sent beaucoup seul. Aujourd'hui, j'ai mes enfants, donc j'ai pas le temps de penser que je suis seule. Mais c'est pas facile pour une femme parce que c'est beaucoup de sacrifices de notre côté, parce qu'aussi, on doit se mettre carrément de côté, en fait. Moi, j'ai toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, travaillé. J'ai toujours eu mes propres revenus depuis mon plus jeune âge, depuis mes 15 ans. Et du jour au lendemain, j'ai dû abandonner un petit peu même, carrément ma carrière, parce que j'avais des envies de travailler, de me développer, de faire quelque chose, et puis j'ai pas pu, en fait. Donc j'ai carrément dû me mettre de côté pour mon mari et pour son style de vie. Donc des fois, on dit, elle fout rien, elle est à la maison, elle profite de l'argent de son mari. Mais peut-être que nous aussi, on a envie de travailler, on a envie de faire quelque chose, de s'épanouir, mais c'est pas facile, en fait. Du jour au lendemain, 2 fois par an, tous les 6 mois, on peut changer de pays, on peut quitter tout. Du jour au lendemain, c'est vraiment le lundi on t'appelle, le mardi t'es parti. Ah ouais. C'est pas, t'as pas le temps de prévoir le déménagement, de prévoir ça. Et si nous on s'engage dans un pays à travailler, les CDI, les contrats, on peut pas couper comme eux, en fait. Donc on est obligé de se mettre de côté, de pas travailler et soi-disant profiter de l'argent de son mari. Mais en fait, ça c'est une mauvaise mentalité parce que je l'aide dans tout, quoi. J'ai ma place aussi dans ce qu'il gagne, on va dire, parce que c'est un tout. S'il n'aurait pas sa femme aussi, il serait peut-être pas aussi bien, et mentalement, c'est très difficile quand il se blesse. Il a eu des blessures, moi c'est au quotidien, en fait, les difficultés, les opérations, je suis une infirmière, je sais tout. En fait, c'est ça, on se rend pas compte de l'impact et de la nécessité qu'une femme a auprès de son mari, et surtout avec une carrière comme celle-là, en fait. Donc on ne sert pas à rien, quoi. On ne sert pas à rien, on ne profite pas, on n'est pas là dans le canapé à attendre, aller se faire les ongles, etc. Ça, c'est vraiment des préjugés. Il n'y a pas une journée, en fait, surtout quand on est maman, il n'y a pas une journée où je me repose, en fait. Tous les jours, j'ai quelque chose à faire.
Et pourquoi pourquoi il y a ces préjugés en fait qui planent tout autour de ce monde-là et surtout des femmes, des footballeurs? Pourquoi il y a ce préjugé-là de elles font rien? C'est parce qu'il y a de l'argent? C'est parce que, quels sont les éléments en tout cas qui font que ces préjugés, on les a tous eus quelque part, mais toi, et c'est avec beaucoup de sincérité, tu le dis en plus que tu les as eus, mais qu'aujourd'hui, tout a été démenti parce que tu as vu la réalité. Mais pourquoi elles sont aussi présentes, tu penses? Moi, je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup... c'est pas mon cas, parce que moi et mon mari, on n'aime pas s'afficher, on n'aime pas montrer. Mais il y en a beaucoup que si. Alors, ils montrent quoi? Ils montrent sur leur Instagram, on voit des sacs de luxe, on voit des voyages, on voit des jets privés, on voit que les belles choses en fait. Et je pense que ça crée des envieux. Les envieux souvent, ils ont des pensées en mode c'est quoi ça, il faut rien, elle est là, etc. Tous les préjugés qu'on peut avoir. Donc je pense que c'est beaucoup le paraître sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit là à la télé peut-être. Ça tourne beaucoup autour de l'argent et je pense que l'argent c'est un sujet qui dérange. Surtout, il faut le dire, dans nos pays, là, il y a personne qui est content quand quelqu'un réussit, il faut le dire. C'est vrai. Donc ça crée beaucoup de jalousie, ça crée beaucoup d'envieux et c'est que le paraître en fait. Donc du coup on peut se dire, ils font que ça en fait, ils font que profiter de la vie, s'acheter des belles choses et voyager comme tu l'avais dit, mais non, déjà les voyages, ils ont une seule fois congé par an, donc 3 semaines à 1 mois, et encore s'ils n'ont pas des équipes nationales ou autres, par an. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais de congé. Donc encore heureux qu'à ce moment-là on peut partir en voyage en fait, ce serait bien quoi. Donc franchement c'est vraiment des préjugés, il n'y a pas de lieu d'être parce que quand on voit vraiment la vie, c'est pas si facile que ça quoi. Et on est des gens normaux, on vit normalement, je me réveille, je m'occupe de mes enfants, je les emmène à l'école, à la crèche ou je fais à manger, j'entretiens ma maison, comme tout le monde en fait. En fait, je suis une épouse normale. Et c'est le moment où tu te retrouves un peu seule, en tant que femme de footballeur et même pour d'autres métiers où je pense que l'homme n'est pas vraiment à la maison. Comment on fait pour continuer même si l'homme, dans ton cas, n'est pas là, si ton mari n'est pas là? Comment on fait pour continuer à faire vivre la maison, continuer être cette épouse malgré tout, alors que la personne qui bénéficie de ce statut-là n'y est pas? C'est pas non plus qu'il est jamais là. Il va partir peut-être très tôt le matin, revenir des fois juste avant que les enfants aillent dormir. Mais on profite tous les jours, il est quand même à la maison. Mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui profitent ensemble. Ou surtout pour lui, il peut pas trop profiter des enfants. Moi, c'est surtout ça qui me fait de la peine parce qu'en fait, moi, j'ai pris l'habitude. On va dire qu'on a pris cette habitude de... En fait, il faut le dire, mais le matin, je déjeune seule. À midi, je déjeune seule. Je mange seule. J'ai pris cette habitude d'être seule et même des fois quand il est en congé, ça me fait même bizarre en fait. C'est vrai, c'est bizarre, mais je suis contente, mais je suis là, je perds mes habitudes. Non, moi je faisais comme ça, tu fais quoi? Donc c'est bien, mais je pense qu'on prend cette habitude de vie et on profite de chaque moment où il est là, tout simplement. Et quand il y a des congés comme maintenant, on profite à fond et c'est comme ça quoi. Et en tant que mère avec tes enfants, comment tu fais pour que, comme tu disais au début, on peut pas remplacer, ça c'est impossible, mais comment tu fais pour que tes 2 petits-enfants ne sentent peut-être pas que papa n'est pas là, même si bien sûr il est là, mais que peut-être il n'y a pas beaucoup de temps qui permettent. Comment tu fais pour être maintenant du coup cette mère qui essaie de les combler au maximum pour qu'ils ne ressentent pas ce manque quoi? La différence, comme j'ai dit, à un parent seul, je suis pas non plus un parent seul parce que ils rentrent chaque soir à la maison et tous les jours ma fille et mon fils ils voient leur père quoi. Donc c'est pas non plus parent seul, mais après c'est vrai que des fois ma fille elle me dit il est où papa, il est au foot, elle sait en fait, elle a l'âge de comprendre donc elle le sait, et elle sait qu'il va rentrer ou des fois s'il est parti pour plusieurs jours, elle sait que c'est son métier. Et en fait, à chaque fois qu'il rentre, il prend le temps de jouer avec. Et son père, c'est son joueur. En fait, il joue à fond, un maximum avec quand il rentre et elle est contente comme ça. Et je pense que des fois, elle peut ressentir le manque, mais elle sait quand même qu'il va rentrer à la maison et que voilà, quoi, il n'est pas absent totalement. Quoi. En fait, elle a quelque part, de son jeune âge, elle a
compris l'horaire de papa, en fait. Voilà, elle a compris, comme moi, je me suis habituée peut-être à ce mode de vie, elle-même s'est habituée à ce mode de vie. Voilà. Je pense que c'est ça. Ok. Et les enfants vont grandir, vont évoluer, ils auront un certain âge où ils vont encore mieux comprendre. Toi, en tant que femme de footballeur où il est pas souvent là, ou du moins les horaires font qu'il n'est pas souvent présent, et que les enfants évoluent, et que peut-être ils disent, maman, papa n'est pas là, ou je veux plus avec papa, mais le travail fait que c'est pas possible. Comment tu vas te positionner face peut-être à toutes ces interrogations? Pourquoi peut-être moi, papa, tout bêtement, je sais pas, peut-être papa, pourquoi il m'accompagne pas à l'école? Enfin, c'est un exemple tout bête, mais pourquoi papa fait pas comme les autres? Enfin, comment tu vas te positionner toi en tant que mère et en tant qu'épouse devant tous ces questionnements? Je pense que le plus important, c'est la communication. Les enfants, ils sont pas bêtes, ils comprennent tout très vite, et j'explique beaucoup les choses. J'explique pourquoi papa il est pas là, parce qu'il travaille, parce que... Et si on explique tout à un enfant et qu'on ne ment pas, en fait, parce qu'il faut pas dire des bêtises, il va revenir, t'inquiète pas. Oui, il faut expliquer, il arrive. Il faut vraiment expliquer des choses. Il est au travail, il est au foot, parce qu'elle sait bien que c'est le foot. Et voilà, et elle est contente, elle aime trop le voir à la télé, par exemple. Elle sait bien que après quand il y a un match, elle regarde papa, elle est super contente, elle comprend ce qu'il fait. Et voilà, après, des fois, comme tu disais pour l'école, des fois, quand il a, par exemple, qu'un entraînement par jour, des fois, c'est lui qui va la chercher. Franchement, on essaie de faire un maximum pour qu'elle ne ressente pas, je dis elle parce que le petit, il est encore trop petit, mais qu'elle ne ressente pas ce manque ou ces banalités de la vie, quoi, d'aller rechercher son enfant ou l'autre. Mais c'est quand même forcément moi qui fais plus, parce que voilà, mais je pense qu'elle a pris tout simplement l'habitude de ça, dérange pas. Ça dérange pas tant que ça. Ok, d'accord, super. Je vais te demander un dernier exercice. Tu veux juste reprendre le miroir. Comme un miroir. Et encore te regarder dans la glace, bien dans le blanc des yeux. Et je vais te poser juste plutôt te mettre en situation. Okay. Si tu avais un mot que tu devais dire, juste un mot ou une phrase, d'accord, vraiment un mot ou une phrase que tu devais dire à Marie lorsqu'elle était jeune là, qu'est-ce que tu lui dirais? Juste un mot ou une phrase. Franchement, une phrase, je dirais... En te regardant bien dans le miroir. Ok, je dirais ne perds pas espoir, parce que peu importe les situations, on finit toujours par s'en sortir. Et dans mon cas, mon mari m'a beaucoup aidée, mais c'est surtout aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est surtout Dieu qui m'a aidée, qui m'a sorti de là. Donc tout est possible et il faut pas perdre espoir. D'accord. On va continuer. Un petit mot pour la Marie dans la période d'adolescence. Si tu veux juste lui dire un mot, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour la période d'adolescence, arrête tes bêtises. Non, mais franchement, pour la période d'adolescence, je reviendrai à l'harcèlement. Je dirais qu'il faut en parler et pas rester sur soi-même et pas se renfermer et beaucoup en parler, quoi qu'il arrive dans nos vies, il faut vraiment en parler, pas se renfermer. Et à la Marie d'aujourd'hui, du coup la dernière, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que je suis fière de moi, je suis fière de la femme que je suis devenue et tout simplement aujourd'hui je suis vraiment contente de la personne que je suis devenue parce qu'on aurait pu croire que c'était pas gagné, mais c'est le cas. Voilà. Merci beaucoup Marie. De rien.